Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais je suis un peu surbooké en ce moment. Donc là, j'ai trouvé le temps pour en faire une petite, ça va être sympa, vous allez voir. Donc on va attaquer la machine qui s'appelle Cicada sous Windows. Elle est considérée comme étant facile, et la plupart des gens l'ont aussi considérée comme étant facile. On a son adresse IP, donc on va directement pouvoir repartir. Comme à chaque fois, je pars sur le petit Exegol. Donc, Exegol, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. À la fois vidéo de présentation, et j'en avais fait une autre pour l'installation sous WSL. Donc là, en fait, je suis sur un environnement Windows, mais qui fait tourner derrière du Linux au niveau du kernel. Une sorte de VM entre guillemets, entre gros guillemets, parce que c'est pas forcément une VM, mais ça reste de la virtualisation. Donc du coup, première chose à faire, on va modifier notre fichier etc host pour aller rajouter notre nouveau hôte, pardon, notre nouvelle hôte dedans. Donc on a vu que c'était 10, 10, 10, enfin 10, 10, 11, 35. Et par défaut, on va mettre cicada.htb parce que c'est le format par défaut d'Hack2Box. Là maintenant, si je fais un ping de cicada.htb, on voit que ça répond bien au ping via le nom d'hôte et que derrière, c'est l'adresse IP qui lui est associée. Donc, c'est une machine Windows. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un petit nmap. Hop, donc là, vous voyez, j'avais déjà préparé la commande. Donc, nmap avec quelles options pour voir les ports ouverts? Avec "-sv" pour avoir les versions des ports qui seront ouverts. "-sc" pour lancer des scripts sur les ports qui seront ouverts. "-p" pour spécifier les 65 535 ports. "-minrate 5000 pour envoyer au minimum 5000 paquets par seconde pour que ce soit beaucoup plus rapide, parce que par défaut, si on met pas ça, ça va prendre un temps monstre. Et on spécifie la target ensuite. Donc là, j'ai mis l'IP, mais j'aurais très bien pu mettre cicada.htb. On va lancer le nmap et je vous retrouve une fois que c'est terminé parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Ok, donc on a eu notre résultat de nmap. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a le port 53 qui est ouvert, c'est le DNS classique. On a le 88 qui est Kerberos, donc en fait on est sur un domaine contrôleur. 135 c'est du RPC. On a le 139 qui est du NetBIOS lié au 445 avec SMB. On a du LDAP. On a du LDAP-S. On a encore du LDAP et encore du LDAP-S, qui sont eux pour le Global Catalog. Et on a le 5985 qui est le protocole WinRM. Donc potentiellement, là ce qui pourrait être intéressant, alors on peut déjà voir s'il y a de la résolution qui est faite derrière le port 53, mais on n'est pas trop sûr. Kerberos, on peut tenter peut-être d'énumérer certains utilisateurs via du brute force, ça peut peut-être nous aider. Et ensuite, bah, on va essayer de se focus sur SMB en premier temps, voir si il n'y a pas un accès directement à certains shares ou ce genre de choses. Et si ça passe pas, on peut essayer de taper sur du LDAP. Et on peut également essayer de taper, une fois qu'on aura des credentials, tenter de se connecter avec le protocole WinRM. Avec par exemple l'outil Evil WinRM, qu'on verra peut-être plus tard. Donc, ici on a déjà ça comme information. Ok, bon, on peut essayer de faire juste un petit dig sur notre machine. Donc par exemple, dig sur du c'est cicada.htb. Alors cicada du coup. Donc là forcément il nous renvoie les autorités de certification, mais ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Est-ce qu'on peut peut-être faire un reverse sur du 10.10.11.35? Non plus, il connaît pas. Ok, on peut tenter de faire comme c'était proposé au niveau d'Exegol. Alors non, c'était pas ça, c'était dig. Un transfert de zone. Pour voir s'il n'y aurait pas des machines cachées derrière. Bon, là, on pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer quand même, mais on ne sait jamais. Transfert failed, donc ça n'a pas réussi, donc il n'y a pas de vulnérabilité liée à un transfert de zone derrière pour pouvoir récupérer potentiellement des autres qui seraient derrière ce nom de domaine-là également. Euh, ok, bon, on va tenter de taper sur du SMB. Donc, SMB, protocole de partage de fichiers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait utiliser différents outils. Soit on y va de manière, entre guillemets, un peu plus automatisée, soit on y va de la façon beaucoup plus manuelle. On va commencer avec la façon manuelle, comme ça, je vais vous montrer un peu tout et c'est bien d'avoir un peu toutes les possibilités.
avoir un panel assez large pour ensuite pouvoir choisir en fonction de ses besoins. Donc on va utiliser, nous, SMB Client, qui est un outil qui va nous permettre justement d'afficher et de récupérer des informations, d'interagir avec des shares et des serveurs SMP. Donc, comment ça fonctionne? On va mettre SMB Client, cicada.htb, et on va préciser un "-l" pour lister les shares qui sont disponibles. Alors, SMB, c'est un protocole qui nécessite des identifiants pour se connecter, donc un login et un mot de passe, mais il se peut, un peu comme le FTP, qui est un mode entre guillemets anonyme pour pouvoir se connecter sans avoir besoin de spécifier différents credentials. Alors, il y a plusieurs possibilités, soit avec un utilisateur vide et un mot de passe vide, soit il peut y avoir aussi une connexion en guest, c'est-à-dire qu'on va se connecter avec le user qui s'appelle guest et aucun mot de passe. Donc là, on met rien. Alors par défaut, il met root, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Paf, et on voit que effectivement, on arrive à lister, donc "-l" pour lister, des shares qui sont disponibles sur cicada.htb. Donc on a tous les shares qui terminent par un $, en fait, c'est des shares qui sont créés automatiquement, liés à la machine. Donc IPC, admin et C, ils sont tout le temps là. Et on a du netlogon et du sysvol. Et on a deux qui ont été créés manuellement, c'est dev et hr. Donc ça va être les deux shares sur lesquels on va tenter de se connecter pour voir s'il n'y a pas des choses à faire. Donc, si je tente d'accéder du coup à mon dev, donc on enlève le "-l" parce qu'on ne veut plus lister, on veut se connecter. Et derrière, je précise le nom comment ça s'appelle, du share sur lequel je veux me connecter. Donc ici dev, je mets toujours rien. Apparemment, je peux me connecter, mais quand je fais un ls, ça met status access denied. Donc en fait, je peux m'y connecter, mais j'ai pas les droits de lister ce qui se trouve dessus. Donc là, je peux rien faire dessus. Si je vais sur hr, là, je mets rien non plus. Je fais un ls. Et là, là, ok, là, j'ai accès au share, je peux lister. Donc apparemment, il y a une note du service RH en .txt. Bah, moi, tout bêtement, je vais le télécharger. Donc, je le récupère avec un get. Hop, ça le télécharge. Ça enregistré sur ma machine, donc je peux quitter. Et ça l'a enregistré là où j'ai lancé la commande de base. Donc moi, c'est dans mon /workspace. Et du coup, je peux afficher son contenu avec un cat notice. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a un long texte. Alors, il dit bonjour, en gros, nouvel employé, nouvelle recrue. Bienvenue à Cicada Corp. On est heureux que vous rejoigniez notre team, blablabla. Votre mot de passe par défaut est. Et on a ceci. Donc là, ok, on a un mot de passe qu'on va devoir garder de côté. Moi, je m'étais déjà noté de côté, donc on est bon. Et ensuite, il nous explique la procédure pour changer notre mot de passe. Donc, connectez-vous à votre compte en utilisant le username fourni et le mot de passe par défaut qui a été mentionné juste au-dessus. Donc, on a le mot de passe par défaut. Problème, on n'a pas de username qui nous a été fourni. Donc, on pourrait tenter là-dedans de définir les usernames. On pourrait dire, ok, peut-être qu'en fait, le username, c'est Cicada. Peut-être que si on regarde un peu plus le texte, le username, là, on nous parle d'une email qui est un email qui est support@cicada.htb. Donc peut-être qu'en fait le user c'est support. Donc par rapport à ça, on va essayer d'obtenir des informations supplémentaires. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bah, en théorie, la logique voudrait que on a un mot de passe, donc il faut essayer d'identifier un utilisateur pour faire en sorte de pouvoir avoir une paire de login mot de passe et ensuite pouvoir se connecter au share dev pour lequel on n'a pas encore eu accès. Peut-être qu'il y aura des informations supplémentaires dedans. Après, on pourrait essayer également de se connecter directement à la machine avec le protocole WinRM, vu on a vu que au niveau de Nmap, il était, qu'est-ce que c'est? Il était ouvert. Non, c'était pas ici, c'est là. Il était ouvert sur port 5985. Donc, on pourrait également tenter de s'y connecter. Alors, je vais faire un nano note.txt pour être sûr, pour que vous voyez aussi, parce que moi, de mon côté, j'ai déjà mes notes, parce que évidemment, j'ai déjà fait la machine. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple comme ça. User, on ne sait pas, son mot de passe, c'est ça. Pour l'instant. Donc là, le principe, c'est d'essayer d'énumérer, de trouver un username. Pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle NXC, donc
NXC c'est le diminutif, mais en fait en réalité il s'appelle NetExec. Et qu'est-ce que NetExec? C'est donc c'est l'outil qui a repris la suite de CrackMapExec, pardon. Si je cherche NetExec documentation, donc NetExec, alors si on va sur GitHub, NetExec qui existe également. Voilà, vous pouvez le télécharger normalement ici. On peut voir qu'il y a déjà 3000 stars. Et c'est le petit-fils en fait de CrackMapExec, je vais réussir à le dire, qui avait été arrêté parce qu'il n'y avait plus personne sur le projet. Et il a été repris. Donc là, il est à jour. On peut voir que le dernier commit qui a été fait, c'était il y a 2 jours. Donc la communauté est vraiment active. Il y a le NetExec Wiki, donc je vous invite à aller voir, qui vont vous donner les commandes. Alors déjà, comment installer l'outil, par exemple sur un système Unix. Donc avec Pipix, c'est le plus simple. Vous faites juste ça et vous avez l'outil qui est installé, vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, vous avez les commandes, les explications des commandes pour les utiliser. Donc là, par exemple, au niveau du protocole SMB, c'est ce qu'on veut. Si on regarde au niveau de l'énumération, on peut essayer d'énumérer les autres. Dans ce cas-là, comment ça s'utilise? Ça va être juste NXC pour appeler l'outil, SMB, donc le protocole, et la target derrière. Si je fais ça, par exemple, donc NXC, SMB, et derrière la machine, cicada.htv. Je lance ça. Qu'est-ce qui se passe? On attend un petit peu. Et normalement, l'outil va nous ressortir les informations une fois qu'il se sera connecté à SMB. Hop, ok. Donc là, qu'est-ce qui nous ressort? Il nous ressort que effectivement, c'est bien le protocole SMB qu'on a identifié au début, enfin qu'on a demandé d'utiliser. L'adresse IP de la machine, le port, donc 445, le hostname de la machine, donc on voit bien que c'est cicada DC, donc c'est bien un domaine contrôleur, et derrière on a la version, donc on voit bien que c'est un Windows Server 2022, avec le numéro du build en 64 bits, le nom on nous le remet ici, le domaine, on a même le domaine sur lequel le domaine contrôleur tourne, donc c'est cicada.htv, et derrière on voit que la connexion est signée, on va pas pouvoir faire de relais NTLM, ou relais, oui c'est ça. Mais là, ici, comme on n'a pas besoin de faire de pivot et trucs comme ça, on n'en a pas besoin. Et on ne peut pas downgrade en SMB V1. Bon. Et si on regarde, on retourne au niveau de la documentation, on va voir qu'il y a beaucoup plus de modules et de possibilités pour énumérer. On peut également énumérer avec les sessions qui s'appellent nulles. Donc c'est ce que je vous disais avant, c'est un peu comme la session anonyme en FTP, en précisant un utilisateur vide et un mot de passe vide. On peut reprendre la commande d'avant, on rajoute ça, et là, qu'est-ce qui se passe? On a un plus qui nous dit que, effectivement, apparemment, le login avec aucun user, aucun mot de passe fonctionne. Donc, on va pouvoir rajouter derrière d'autres informations, donc par exemple le --shares pour lister la liste des shares disponibles. On balance ça, et là, ça me met erreur access denied. Donc, apparemment, l'utilisateur de base n'a pas les droits de lister les shares. On peut tenter par exemple de lister les utilisateurs. Je pense que s'il n'a pas les shares, il n'aura pas les droits pour autre chose non plus. Voilà, donc là c'est un mec qui a réussi à se connecter, mais on n'a même pas de message d'erreur, ça veut dire que ça n'a pas réussi. Donc ça fonctionne pas. Ensuite, tu as les guest logon. Les guest logon, ça va utiliser un username random et un mot de passe pour voir si on peut s'y connecter. Donc, par défaut, moi j'ai l'habitude de tester du coup avec guest, mais on aurait pu tester avec n'importe quoi d'autre. Donc là, on voit qu'avec guest, on arrive à s'y connecter. Donc là, le --user ne fonctionne pas. Mais si on avait mis n'importe quoi d'autre, ça aurait fonctionné exactement de la même manière parce qu'on autorise n'importe quel utilisateur à se connecter. On voit que là, les credentials avec cet utilisateur-là qui n'existe pas et le mot de passe vide ont réussi à s'y connecter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien lister non plus. Si là, je fais un share, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont nous être affichées. Et là, effectivement, on a bien les shares qui nous ont été énumérés. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, au début, là, quand on l'a fait manuellement, comme ça, vous voyez, quand j'ai rien spécifié, il s'est connecté avec l'utilisateur avec lequel je suis connecté en local. Moi, mon utilisateur de base, c'est root. Sur Exegol, on est root. Du coup, en fait, il a tenté de se connecter avec root. Et quand on a tenté de se connecter avec root, on tombait dans le cas où on était en guest session, enfin guest login, je sais pas comment ils appellent ça, c'est guest logon, pardon,
avec un nom aléatoire. Donc moi en l'occurrence c'était root, mais il n'existe pas sur la machine. Et du coup on est passé là-dedans et on a réussi à énumérer. Et là en fait on a refait exactement la même étape avec le -shares, mais en utilisant netexec au lieu de smb client. Mais en fait le résultat est exactement le même. Sauf que maintenant on se rappelle notre objectif, c'est quand même de pouvoir lister les utilisateurs présents sur la machine. On a vu malheureusement que le -users ne nous renvoyait rien. Mais il y a une autre possibilité pour lister les utilisateurs, c'est, ici, c'est brute forcer les RID. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un RID? Avant de parler de RID, il faut parler de SID. Et si on veut parler de SID, on va faire une petite recherche Google, donc SID Windows. Hop. Par exemple, la SID sous Windows, de IT Connect, ok. On descend un petit peu. Voilà. Quelle est la structure d'un SID? Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un identifiant unique qui est structuré sous Windows, donc c'est exclusivement utilisé sous Windows, qui a la forme suivante. Donc là, par exemple, le S1, c'est le préfixe, ensuite c'est l'autorité d'identification, l'autorité secondaire, ainsi de suite, et le tout dernier champ, c'est le RID. Donc le Relative ID, SID pour Security ID, ça je ne l'avais pas dit, mais le tout dernier champ, c'est l'identifiant unique pour un utilisateur ou un groupe, pour un objet. Si vous avez fait pas mal de Linux, ou si même vous débutez, vous savez que quand on fait quand on crée un nouvel utilisateur sous Linux, le SID, enfin l'identifiant, le user ID, donc le UID, de l'utilisateur sous Linux commence à 1000. Le premier utilisateur qu'on va créer, il aura 1000. Ensuite, on va créer un deuxième, il aura 1001, 1002, 1003, ainsi de suite. Et bien en fait, le 1000, 1001, 1002 sous Linux, user ID sous Linux, c'est en fait le RID sous Windows. Donc c'est cette partie-là. Donc en fait, là, qu'est-ce que ça va faire? On va utiliser une option pour automatiser le brute force qui s'appelle RID brut et qui va en fait tester un à un toutes les possibilités de RID. Donc par exemple, ça va utiliser celui-là au début, donc 500, il va rien trouver, ensuite il va essayer le 501, le 502, le 503, et comme ça les utilisateurs vont nous être remontés. Je ne sais pas si c'est indiqué ici, non, en tout cas dans le LED c'est de netexec, c'est indiqué, mais ici ça ne l'est pas. Par défaut, quand on précise rien, ça va tester les 4000 premiers RID, c'est largement suffisant. Donc on va pouvoir faire le -RID brut. On va balancer ça, et normalement, qu'est-ce qui va se passer? Hop, vous voyez que il va tester plein de RID différents, donc le 498, le 500, 501, machin, ainsi de suite. Donc là, forcément, c'est un petit peu comme du Linux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ceux à partir du 1000. Parce que tous ceux avant, on voit que c'est du guest, ok, administrator, KRBTGT, c'est des groupes, c'est des utilisateurs classiques sur la machine dont on n'a pas besoin, enfin surtout qui ont été créés directement au niveau de la machine par défaut. C'est pas des utilisateurs créés manuellement. Par contre, là, il y en a qui nous intéressent un peu plus, notamment ceux-ci. Pourquoi? Parce que là, on a un certain John Smulder, Sarah Dantelia, Michael Wrightson, David Aurelius. Là, on a un dev support. Le dev, ça pourrait correspondre également à notre cher dev, justement. Ça peut être utile. Et la dernière personne, Emily Oscar. Donc ici, on a un certain nombre d'utilisateurs. On va pouvoir le mettre dans users.txt. Moi, j'ai déjà gagné un peu de temps, je les avais déjà mis avant. Donc là, on est bon. J'ai récupéré ceux qui m'intéressaient. Et avec NXC, on va pouvoir tenter de regarder s'il y en a qui ont l'air de correspondre. Donc, je vais rafficher ma note pour avoir mon mot de passe. Je l'ai sous les yeux. Et on va tenter de brute force. Donc, NXC SMB. On va reprendre ceci. Sauf que le mot de passe, du coup, on va remplacer par le mot de passe qu'on a. Et l'utilisateur, on va pas mettre une chaîne de caractères, on va carrément spécifier notre fichier. Et dans ce cas-là, on va tenter tous les utilisateurs avec ce mot de passe-là. On va faire du password spraying, voir s'il y a un des utilisateurs qui correspond à ce login-là. Donc on va lancer ça, et on va voir ce qu'il va nous dire. Hop, là on en a un positif. Donc là, on voit que la première ligne, status logon failure. On n'a pas réussi à se connecter avec l'utilisateur John Smulder et le mot de passe qu'on avait spécifié avant. Pareil pour Sarah, par contre, Michael, je sais pas comment on prononce, c'est passé. Donc grâce à lui, on a réussi à se connecter.
Mais on va quand même relancer et la commande et rajouter un flag qui s'appelle continue on success. Ça va, parce que là, vous avez vu que ça s'est arrêté dès qu'il y a eu un résultat positif. On n'a pas fait les autres. Or, nous, on aimerait savoir s'il y a plusieurs comptes qui ont le même mot de passe. Dans ce cas-là, on va mettre cette petite option qui va continuer. Hop. Et là, on a bien fait de faire ça. Pourquoi? Parce que on a deux utilisateurs qui arrivent à se connecter sur Samba avec le mot de passe qu'on a spécifié en haut. Il y a Michael Wrightson et le dev support. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tenter maintenant de, par exemple, lister les utilisateurs. Ça, je vais l'enlever. Je peux tenter de lister les utilisateurs avec d'abord dev support et ensuite on pourra faire avec Michael. Donc ici, hop, je vais prendre l'utilisateur et je tente de me connecter pour lister les utilisateurs. Là, il ne se passe rien, donc on n'a pas l'air d'avoir plus de droits que ça. Est-ce que ça fonctionne avec notre Michael Wrightson? Ça prend du temps. Ok. Donc là, on a bien réussi à lister avec Michael Wrightson, on est bien. Je vais hop, dézoomer un petit peu pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on peut se connecter, ok, avec administrator. Enfin, on peut lister les comptes, donc on a bien ceci, on est bon. Et maintenant, bah, ça nous intéresse oui et non parce que on va voir si avec cet utilisateur, on peut pas accéder directement au share qu'on avait. Donc on va retourner manuellement. Alors avant de retourner manuellement, je vais quand même vous montrer un autre outil de la suite InPacket qui s'appelle Lookup SID, qui est à peu près la même chose que le RID Brute Force. Donc je vais rezoomer un petit peu. Qui est la même chose en fait que le RID Brute Force, c'est-à-dire que là on a utilisé l'outil NetExec, mais on va pouvoir également lister de manière beaucoup plus simple. No pass, ok. Si on lance comme ça, ce qui va se passer? Ça me met Access Denied. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je me connecte avec un compte aléatoire, comme on avait vu avant, pour pouvoir lister. Et là, on voit que, également, ça va brute forcer les SID, les 4000 premiers, et bah, ça nous renvoie le résultat. Et vous voyez qu'en fait, le résultat est à peu près identique. Pourquoi? Parce que je crois que justement NetExec se base sur la librairie InPacket pour implémenter plusieurs choses. Forcément, eux, NetExec, ils vont pas réinventer la roue. Ils se basent sur le travail qui a déjà été fait au préalable. Et du coup, InPacket avait déjà fait ça. Donc, eux, ils ont implémenté le script, en fait, le lookupsID, directement dedans. Alors, je ne vais pas m'avancer, mais normalement, on peut faire, par exemple, pour le RID brut, on peut rajouter le flag --debug au niveau de NXC pour voir un petit peu tout ce qui est fait derrière. Et je sais pas, hop, je vais faire un CTRL-C pour annuler. Je sais pas si on va voir quelque part la commande justement qui est lancée. Donc là, on a calling read brut. Est-ce qu'il nous parle de ce qu'on avait avant, le domaine? Non, je crois pas que ce soit mentionné. Mais j'imagine qu'il se base sur le même principe que la librairie InPacket. Donc il faudra aller voir ensuite dans le fichier connexion.py si jamais le RID brut, est-ce que ça appelle en fait le fichier ou les mêmes commandes. Bon, on n'en est pas là, mais voilà, il faut savoir que ça existe, on peut également le lancer manuellement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait listé les utilisateurs, donc là on a tous les utilisateurs présents. Donc là c'est ce qu'on avait fait, ok, on a plus un. Et là qu'est-ce qu'on a? On ne l'avait pas avant parce que ça s'était mal terminé. Là on a un certain David Aurelius qui nous dit Just in case I forget my password is machin. Donc le mec en fait dans la description de son utilisateur il a mis son mot de passe si jamais il devait l'oublier. Donc bon bah parfait, hein, c'est ce qu'on cherchait. Ça je vais le récupérer. Hop, je vais faire un nano, c'était dans mes notes. Alors non, notes. Hop, donc là pour l'utilisateur s'appelait Michael. Je sais plus quoi. Et l'autre c'est je sais plus non plus.
Alors ça on l'avait déjà, donc je vais pas le remettre. L'autre c'est... Alors il y a Michael, c'était Wrightson. Donc Michael.Wrightson. Et le deuxième c'est David Aurelius. David. Alors non, en dessous. David.Aurelius. Aurelius, ça doit être comme ça que ça s'écrit. On est bon, ok. Donc, bon, avant, là on a un nouveau mot de passe. D'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire avant, c'est tenter de se connecter avec WinRM, enfin via le protocole WinRM avec le mot de passe qu'on avait. Donc, on rappelle, dans nos notes, là pour l'instant, on a deux utilisateurs, deux mots de passe. On va tenter de se connecter avec le protocole WinRM, voir si on n'a pas directement accès à la machine, parce qu'en fait, ça sert à quoi de se casser la tête si finalement peut-être qu'on a déjà l'utilisateur. Donc c'est Michael.Wrightson et avec le mot de passe, hop, cicada machin, et normalement on peut préciser le hôte avec -i je crois, donc c'est 10.10.11.35. Donc là il tente de se connecter. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais spoiler, on va pas réussir à se connecter avec cet utilisateur là. 10, 10, 11, 35, est-ce que j'ai mis le bon? Oui. Est-ce que la machine n'a pas été redémarrée entre-temps? Je n'ai pas l'impression. Voilà, authorization error, donc j'ai pas les droits, ok. On peut essayer de tenter avec le deuxième utilisateur, donc qui est David. Hop, je le récupère, j'envoie. On va voir s'il peut se connecter tout de suite. Et si c'est pas le cas, on va tenter de se reconnecter au share avec les nouveaux credentials qu'on a, vu qu'on n'a jamais tenté de se reconnecter sur le share qui s'appelait dev avec ce qu'on avait. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé aussi, mais il y avait le dev support qui aurait pu nous être utile. Je ne l'ai pas rajouté, mais il faudra que je le mette aussi dans le fichier. Voilà, et là, on ne peut pas non plus y accéder. Donc, il y avait dev support, qui avait également, pour mot de passe celui-ci. Hop, voilà. Donc, on va retourner sur notre SMB client et on va tenter de se connecter sur notre dev avec l'utilisateur Michael Wrightson et le mot de passe cicada. Donc on est connecté, je fais un ls, ça passe pas. Donc lui passe pas, ok. Je vais essayer avec de nouveau, cette fois-ci, dev support. Peut-être que cet utilisateur a les droits du dev, ça paraît très logique. Hop, je reprends, je colle, ls, ok. J'ai pas les droits non plus. Bon bah dernier espoir. Se connecter avec notre dernier utilisateur qui est David Aurelius avec le nouveau mot de passe. Hop, on tente le mot de passe, ls, et là, on y a accès et on a apparemment un nouveau script, backupscript.ps1, donc un fichier PowerShell, un script PowerShell. Donc on va pouvoir le télécharger de nouveau. Hop, on l'a téléchargé, on exit et on va afficher son contenu. Qu'est-ce qu'on voit? Apparemment, donc là, on a la destination, enfin non, la source, le répertoire source à partir duquel on doit faire le backup. Là où on doit l'envoyer, donc un autre lecteur de disque. Username, donc on a un nouveau. On se rappelle que le username qu'on a là, on l'avait listé au niveau de tous les utilisateurs qui étaient là, Emily Oscars. Et on voit également que convert to secure strings, on a en plain text, donc en clair, le mot de passe d'Emily Oscar pour se connecter et pour faire la backup. Donc ça, on va également le rajouter. Donc c'est Emily.Oscars. Donc .Oscars et son mot de passe c'est celui-ci. Donc une fois qu'on est connecté, une fois qu'on a accès à Emily, on va regarder si au niveau de SMB ça fonctionne. Donc on refait notre MXC, Samba, on reprend la même, mais on va tenter cette fois-ci avec Emily pour voir si les credentials sans SMB passent. Et Emily.Oscars,
Oscars. Donc là, effectivement, on a bien les credentials qui fonctionnent et on peut également lister. Donc, ok, on est bien. Maintenant, notre but, c'est d'avoir un accès à la machine. On a eu pas mal d'utilisateurs, on a pas mal de mots de passe, mais nous, on aimerait avoir un accès à la machine. Et pour ce faire, bah, comme on l'a vu juste avant, on a vu qu'il y avait le protocole WinRM qui était ouvert sur la machine, avec le port, c'était 6985, je sais jamais le port de WinRM, lequel c'est. Le petit Nmap, il est ouf. 5985, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Evil WinRM. Et cette fois-ci, on va préciser le nouveau mot de passe avec emily.oscars en espérant pouvoir se connecter. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait si on récapitule un petit peu les étapes depuis le début? On avait une machine, on a fait un Nmap, enfin on avait qu'une IP à la base. On a fait un Nmap, on avait vu qu'il y avait différents ports ouverts, on a décidé de se focus sur le SMB de manière totalement arbitraire dès le début. On a regardé le DNS mais il n'y avait pas grand chose. SMB, on a essayé de lister les shares avec SMB Client, on a vu qu'on avait deux qui étaient créés manuellement, il y avait le dev et le HR. Le HR, on a pu y accéder directement avec un guest logon, donc c'est-à-dire en utilisant un username aléatoire et un mot de passe vide. On a pu récupérer une note. Dans la note, il y avait les credentials pour un compte. Enfin, il y avait une note avec des credentials pour un certain compte, mais on n'avait aucune idée du username. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à brute forcer les différents RID, donc les relative ID, des utilisateurs qui ont en fait leur identifiant unique pour chaque utilisateur et groupe sur la machine. On a vu, grâce à ça, qu'il y avait une liste d'utilisateurs et on a tenté de brute forcer, enfin de faire du password spraying pour trouver à quel utilisateur correspondait le mot de passe qu'on avait au début, le mot de passe par défaut dans la lettre des ressources humaines. Et grâce à ça, du coup, on a vu qu'il y avait deux comptes qui fonctionnaient. Il y avait Michael Wrightson et il y avait également DevSupport. DevSupport, on n'arrivait rien à faire avec. Par contre, avec Michael Wrightson, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu lister les utilisateurs présents sur la machine, donc ça veut dire qu'on avait quand même certains droits, et on a surtout pu, oui c'est ça, on a pu lister les utilisateurs sur la machine, et au niveau de ces utilisateurs, il y en avait un qui avait dans la description son mot de passe. Grâce à ça, on a pu se connecter sur le share dev, récupérer un script PowerShell dans lequel il y avait d'autres credentials d'Emily Oscars avec son mot de passe. Et du coup, on tente de se connecter sur la machine et on est connecté en tant que Emily Oscars. Donc là, si on va dans Desktop, on peut récupérer le flag user de la personne et on a déjà flag le user. Ok. Maintenant, notre but c'est de passer route, enfin de passer administrateur de la machine. Qu'est-ce qu'on fait la toute première fois qu'on arrive sur une machine? On va tenter. Alors, j'ai pas précisé, mais Evil WinRM, c'est comment ça s'appelle? C'est un outil qui permet justement d'interagir avec le protocole WinRM et donc d'obtenir une sorte de river shell, une sorte de shell directement. Donc là, on voit que c'est du PowerShell en fait qui tourne derrière, qui va nous exécuter un petit peu comme du Metasploit ou du PwnCat pour ceux qui connaissent. Donc en fait, ça va nous fournir, si on tape la commande help, en fait, ça va nous fournir des commandes qui existent déjà pour nous aider un maximum. Là, par exemple, si je fais un download, je vais pouvoir en fait directement télécharger grâce à la commande download qui a été implémentée via Evil WinRM. Je vais pouvoir par exemple télécharger directement des fichiers ou en uploader. Et du coup, grâce à ça, bah, ça va beaucoup plus vite parce que si j'avais eu un reverse shell avec un netcat ou ce genre de choses, j'aurais dû faire beaucoup plus de manipulations pour arriver à mes fins, alors que là, il y a déjà des commandes qui sont intégrées pour que ça aille beaucoup plus vite. Un peu comme du Metasploit, où on a juste à sélectionner ce qu'il faut, faire un exploit, et ça exploite tout seul automatiquement. Donc là, ok, on est bon. Donc on est dans le desktop, on a ça. Donc l'une des premières commandes à faire, c'est un petit WAMI, pour savoir en tant que quel utilisateur je suis connecté et quels sont mes droits. On va faire un WAMI/all pour lister tous nos droits. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit notre username, donc Emily Oscar, ok. On voit notre fameux SID qu'on avait vu en haut avec le tout dernier qui est notre RID, donc le relative ID, qui est en fait 1601, ok. Là, on a la liste des groupes dans lesquels, enfin, les groupes auxquels on appartient. Donc là, on a le UAC, ok, NTLM Authentication, ça ne nous intéresse pas. On est dans les utilisateurs classiques.
Et là, il y a un truc intéressant, c'est Backup Operator. Et si on regarde dans nos privilèges, qu'est-ce qu'on a? On a le SE Backup Privilège qui est activé. Ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Comme on voit, ça nous permet en fait de faire des backups des fichiers et des répertoires. Qui dit faire backup des fichiers et des répertoires, ça veut dire que potentiellement on a plus de droits qu'un utilisateur classique pour pouvoir aller lire des fichiers et donc en faire des backups. Et si j'ai plus de droits qu'un utilisateur classique, peut-être que j'ai suffisamment de droits pour aller lire dans des fichiers sensibles. Si on regarde un petit peu sur Internet par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? On va voir que donc nous c'est SE Backup Privilège. Si on cherche par exemple Privacy, qu'est-ce qu'on a? Alors on a différents articles qui en parlent. Et testing, paf paf, exploiting, donc là on descend. Là ils nous testent, ils nous disent, voilà, là ils montrent que c'est bien activé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, donc c'est comme je vous l'ai dit juste avant, on va pouvoir sauvegarder les registres SAM et système qui en fait eux contiennent les hashes des utilisateurs locaux. Donc on va pouvoir les sauvegarder dans des fichiers, donc les lire et les sauvegarder. Et ensuite on va pouvoir télécharger ces deux fichiers-là pour tenter de récupérer les hashes, les secrets, depuis notre machine. Donc comment c'est possible de récupérer ça? En fait, Windows, donc pour ceux qui font un peu de Windows, vous savez que c'est le système d'exploitation est assez puissant, mais c'est aussi un bon gruyère. Ce qui fait que, en fait, au niveau de cette base-là, la base SAM, et même le système et tout ce qui est lié à ça, euh, la clé de déchiffrement de ces fichiers est connue de tous. Voilà, c'est la bootkey. Et en fait, la bootkey, elle est connue de tout le monde, et je crois même que, alors je sais plus si c'est bootkey ou hbootkey, je ne saurais pas vous dire comme ça, mais en tout cas, c'est une clé de déchiffrement qui est, je crois qu'elle est même donnée par Windows dans la documentation. Et en fait, bah, une fois qu'on la connaît, bah, on a juste à déchiffrer les fichiers grâce à cette clé et on récupère les hashes des différents utilisateurs du système. Alors là, vous me dites, ok, on n'a que des hashes, on n'a pas des mots de passe en clair, ça va. Sauf que non, parce que avec NTLM, le protocole NTLM, on va pouvoir faire du pass de hash. C'est-à-dire qu'on n'est même pas, pour se connecter à un utilisateur, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé d'avoir le mot de passe en clair d'un utilisateur pour pouvoir se connecter à son compte via NTLM. On peut directement lui passer son hash. Et en fait, en passant son hash, bah, on va faire la technique justement, comme je vous l'ai énoncé juste avant, du pass de hash, qui fait qu'on ne va pas faire un échange complet au niveau du protocole NTLM. On va directement couper en plein milieu de la conversation et on va directement lui fournir le hash en guise de challenge. Et en fait, on n'a pas besoin de connaître le mot de passe pour le hasher et vérifier qu'il est correct. On lui passe directement en fait le hashage correspondant au challenge qu'il nous donne plus le hash. Enfin, plus notre mot de passe. Et du coup, bah, en fait, concrètement, comment ça fonctionne? Eh ben, on va faire justement la sauvegarde de ceci avec reg pour activer, enfin pour accéder au registre, save pour sauvegarder justement les informations de la clé de registre qui nous intéresse, HKLM, on va chercher notre système qu'on veut mettre, alors moi je vais mettre dans Windows TMP, au temporaire, je vais l'enregistrer ici sous système.hive. S'il veut bien. Peut-être que j'ai fait une bêtise. Normalement on est bon, peut-être que la box a redémarré. Normalement non. Allez. Ok, je me reconnecte. Je relance la commande. Peut-être que je l'ai mal écrit. C, deux points, Windows, regsave, HKLM. Regsave, HKLM. Normalement on est bon, hein.
Bon, on se retrouve une fois que c'est revenu à la normale. Ok, pour je ne sais quelle raison, ça voulait pas fonctionner. Bon, bref. Donc là, on a notre SAM Hive et notre système Hive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire un download. Donc là, la commande download, si vous avez un shell, on va dire PowerShell classique sur la machine, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne parce que ça a été implémenté via Evil WinRM, qui est une fonctionnalité pour télécharger directement les fichiers. Donc on fait ça avec le Hive, enfin avec le sam.hive. On fait la même avec le system.hive. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Normalement, ça télécharge directement sur notre machine. Et ensuite, on fait un ls et on voit que normalement ici, on a sam.hive, system.hive. Et derrière, maintenant qu'on a ces deux fichiers-là, on a tout ce qu'il faut pour réussir à les déchiffrer avec la clé connue. Et on va utiliser secrets dump, qui est également un script de la suite, donc la librairie Impacket. Si vous vous souvenez, Impacket, on a parlé au début quand on avait vu le lookup SID, qui permettait de faire du brute force des RID. Mais en fait, là, ça vient de la même librairie, c'est secrets dump. Et ça permet justement, on lui passe le fichier SAM, on lui passe le fichier système, on lui dit qu'on est en local. Et normalement, comme par magie, il va utiliser la clé de déchiffrement connue du système et on récupère les hashes de l'administrateur, du guest, default account. Ok, donc là, on a le hash de l'administrateur et on va pouvoir faire du coup un Evil WinRM. On repart sur du Evil, sauf que là, au lieu de lui dire connecte-toi avec le password, on va lui dire connecte-toi avec le hash suivant, et l'utilisateur, c'est administrator. Donc là, c'est le hash NT, hein, évidemment. Là, c'était le LM qui n'est plus utilisé. Et on va tenter de se connecter comme ça. Hop, on est connecté en tant qu'administrateur. Donc, normalement, on a terminé la box. CD, desktop, LS. Et là, hop, on a le root. Et on peut afficher son contenu. Et on a terminé la machine. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors c'est une machine Windows assez simple, mais quand même on a vu différentes techniques, notamment au niveau du share, on a vu différents outils également, pour à la fois lister les shares, tenter de brute force les utilisateurs qui étaient présents sur la machine. On a fait du pass de hash pour, une fois qu'on avait réussi à casser le mot de passe, enfin pas, on n'a pas cassé, mais on a récupéré les hashes de l'administrateur via la sauvegarde des fichiers SAM et système qui étaient présents sur la machine. Parce qu'on avait les droits de SE Backup Privilege qui nous permettaient justement de faire des backups de fichiers sensibles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.